Le sujet d'aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu méconnu concernant le thème du loup-garou, c'est-à-dire le port de la peau. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mythe du loup-garou circule principalement par les images véhiculées de la pleine lune, de la balle en argent, de la morsure, fait tout tralala. Mais il faut pas oublier que une des bases du mythe de la lycanthropie, c'est faite également à partir du porc, de la peau de l'animal. Alors je vous vois venir, tout ce qui est association et amis de l'environnement, là n'est pas le sujet. On parle bel et bien actuellement d'un mythe, mais également ce qui peut et fut aussi à l'origine du mythe. Alors concernant le port d'une peau de loup, il faut bien se dire que pour devenir un loup psychologiquement ou autre, dans le folklore, il fallait que les personnes aient plusieurs artefacts. Et dans les différents registres et les témoignages qui ont circulé en fait, il y avait pas mal de fois où c'était cité qu'une personne devait avoir recours à une peau ou une ceinture faite en peau de loup. Et cette chose, cet élément, je parle bien d'élément, c'est assez important, dans le sens où le port de la peau, vous le retrouvez dans différents folklores. Et là, je vais parler de la mythologie nordique, qui se raccorde pas mal avec le cas, dans le sens où, en Europe, le port de la peau de loup était communément utilisé chez les Ulfener. Les Ulfener, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'était des guerriers d'Odin, des personnes qui revêtaient la peau de loup de leur animal fétiche, leur animal protecteur, parce qu'à l'époque, il faut vous dire que le loup avait une image positive, il était symbole de force, de courage, mais aussi de modèle en ce qui concernait les rapports sociaux et les rapports qui avaient de positivité au sein d'un clan. Les hommes prenaient exemple sur les loups. C'était l'époque où la symbiose était encore intacte. La symbiose, je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le lien qui réunit humain-animal, où l'animal a autant de droits que l'homme. Ce qui permettait du coup aux personnes de transmuter, si je puis dire, psychologiquement à travers ce petit pont. Symbiose aujourd'hui qui est maintenant rompue pour la plupart. Ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Concernant donc le port de la peau permettait justement aux personnes de synchroniser avec l'esprit de l'animal, ce qui voulait dire que l'animal faisait partie officiellement et physiquement et psychologiquement de la personne qui les revêtait, dans le sens où la personne va prendre la force et tout ce qui est faculté de l'animal en question. Attention, après c'était cas par cas, mais majoritairement, les personnes qui revêtaient les peaux de loup, lorsqu'il y avait des envahisseurs, rentraient dans une fureur et une colère telle que ça faisait peur en face. Mais d'un côté, il faut vous dire que ces guerriers-là étaient connus justement pour défendre leur territoire. Un guerrier, contrairement au soldat, un guerrier c'est une personne qui défend sa famille, qui défend ses terres, qui défend sa progéniture. Voilà. Dans le sens où le soldat, lui, n'a pas trop le choix. C'est un guerrier a le choix de laisser en vie son ennemi. Et respecte aussi l'ennemi. Dans le sens où s'il pouvait ne pas y avoir d'effusion de sang, c'était mieux. Parce qu'à l'époque, le prix d'une vie, les gens avaient encore cette notion que la vie était assez dure et que ça ne servait à rien de faire couler du sang pour rien. D'où cette technique de prendre un guerrier et de le faire combattre un autre guerrier, et que si ce dernier perdait, la totalité des biens revenait à la tribu gagnante, si je puis dire. C'était la petite parenthèse. Donc, concernant la peau de loup, il faut bien vous dire que lorsqu'une personne synchronise avec la peau de loup, selon toute une étape rituelle, les étapes se faisaient de l'animal
c'est-à-dire du dépeçage jusqu'à la consommation de la chair, l'utilisation des os, jusqu'au tannage final. Le sel étant utilisé pour retirer tout ce qui était bactéries, prolifération de tout ce qui est cellules souches et d'humidité également. Donc la peau, c'est vraiment le propre de la personne, étant donné que le cuir est vivant. Ce n'est pas du synthétique. Donc le fait de porter la peau permettait à la personne du coup de synchroniser avec l'animal et de ne pas du coup revenir en arrière sur le moment présent. C'est-à-dire que lorsque la personne synchronise avec la peau, il y a un lien qui se fait, mais un lien qui devient après au fil du temps indissociable. C'est-à-dire que même si la personne retire la peau, ça reste une part d'elle. Donc il faut bien vous mettre dans la tête que lorsqu'une personne porte la peau de son loup respectif, il y a comme quelque chose qui se crée, un lien uni. Et à l'époque, c'était un honneur d'avoir sa peau, mais c'était aussi un élément qui vous accompagnait jusqu'à la fin de votre vie. La peau était en l'occurrence soit brûlée en même temps que le corps de la personne, soit remise à la progéniture, à la femme ou un des enfants. Et c'était un don, mais c'était un héritage très important, au même titre que l'intorque. Le torque, par exemple, était également très important. Tout ça, c'était les seules parures, mais également des artefacts extrêmement importantes aux yeux de la famille, aux yeux des personnes. Alors, faut prendre en compte que lorsqu'une personne revêtait la peau de loup, elle pouvait rentrer effectivement en une phase de transe qui, du coup, pouvait sur le coup faire penser effectivement à quelqu'un d'humanoïde, anthropomorphique. Parce que sur le coup, quelqu'un qui voit débouler avec une peau de loup en montrant l'écrou, en grognant, dans le brouillard ou dans la nuit, tout ce que vous verrez en tant que spectateur, c'est une personne, ou du moins ce qui peut ressembler à une personne, un loup sur deux pattes avec tout ce qu'il y a comme attribut. Et pour le peu que cette personne ait gardé le crâne pour la naturaliser, j'en ai un factice. Imaginez que la peau est recouverte, et du coup, vous avez ça. Donc quelqu'un qui déboule avec la tête vraiment à cette hauteur-là, un loup bipède, du jamais vu. Surtout avec, pour le coup, si les personnes avaient les mains recourbées comme des griffes, ça pouvait s'apparenter effectivement à ce qu'on peut dire communément un loup-garou. Et dans la campagne, il faut vous dire que les personnes étaient encore extrêmement superstitieuses. Durant toutes les époques, elles ont été, et continuent de l'être d'ailleurs. Sinon, j'en parlerai pas. Et concernant du coup le port du loup, c'était un élément qui permettait justement à ces personnes de communier avec l'animal sans oublier ce qu'elles étaient. Symboliquement, le loup représente ce qu'il y a de plus naturel au fond de celle-ci. Dans le sens où lorsqu'une peau est vraiment considérée comme un membre de la famille, elle le reste jusqu'à la fin. Et si une personne maintenant dans ses règles, ou même à l'époque, je vais prendre par exemple l'époque, donc durant la Renaissance, pas avant, parce que contrairement à ce que pourraient penser certains, le Moyen-Âge et l'Antiquité, le loup-garou n'avait pas encore cette notion d'être vraiment dépeint comme une créature humanoïde, bavante et fumant de rage. C'est vers la Renaissance que vraiment le loup-garou était perçu comme négatif et équivaut à une créature démoniaque. Ravageant, égorgeant femmes et enfants de préférence. Gros classique. Mais malheureusement, profondément ancré encore dans l'imaginaire collectif. Donc il faut bien vous dire que, mis à part la plénule, les balles en argent, tout ce qui est en lien avec, je vais briser des mythes, mais tout ce qui est en lien avec tout ce qui rapporte au 7e art et la littérature, la peau est bel et bien un élément réel, dans le sens où des cas sont souvent répertoriés, liés à cet artefact en particulier. Aussi bien la ceinture, aussi bien une griffe, une canine. Le fait de porter un élément de l'animal permettait justement aux personnes de transvaser de l'esprit humain à l'animal. Et vice-versa. D'où la notion du garou. Mais j'en reviendrai plus tard sur le sens étymologique. Dans une autre vidéo probablement. Donc concernant vraiment le port du
du loup. Le loup est un animal indissociable de l'être, dans le cas du lycanthrope, dans le sens où la personne va avoir tendance à trouver refuge dans sa peau. Dites-vous bien qu'un humain, un loup, dans un corps d'humain, doit se conformer un petit peu à vivre avec des humains. Mais la peau étant son seul refuge, dans le sens où c'est sa part la plus honnête, et c'est aussi l'espèce auquel il appartient. Au final, sa peau, on peut dire qu'effectivement, c'est un petit peu un refuge. Mais un refuge auquel il ne faut pas toucher. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va vouloir prendre la peau pour la brûler, parce qu'à l'époque, la Renaissance, c'était vu comme une malédiction, donc ce qui fait que du coup, le fait de prendre la peau pour la brûler permettait éventuellement de délivrer la personne du mal qui l'habitait. Mais ça, c'est aussi en rapport avec les effets secondaires qui a pu en résulter, dans le sens où lorsque les personnes avaient leur peau brûlée, elles se tordaient de douleur, c'était comme si on vous brûlait la peau entière. C'est comme si on vous dépeçait littéralement vivant. Je ne sais pas si certains ont essayé parmi vous, hein, et d'ailleurs je vous le déconseille fortement, mais ce n'est pas une sensation agréable, vous vous doutez bien. Donc le fait de brûler la peau pour que la personne après soit délivrée du mal, le fait que cette dernière se tord de douleur et après revient à elle, ou semble revenir à elle, c'est la symbolique que la symbiose qui reliait la personne avec la peau a été brisée. Cependant, quelque chose qui n'a pas été énoncé, c'est que certaines personnes mourraient littéralement de ce type de pratique. Le terme délivrer ou libérer, hein, donc s'il vous plaît, non pas la Reine des Neiges, merci. Le fait d'utiliser ce terme voulait cacher également ce sens de il est libéré de son mal, il ne deviendra plus, il peut reposer en paix, son âme est sauvée. Hein. Donc oui, vous vous doutez bien que c'est une allusion à la mort, que la personne qui est libérée, entre parenthèses, terme qu'utiliseront certaines personnes plus tard, hein, sous le langage codé, le terme de libérer signifie retirer. Retirer, la vie lui a été ôtée en même temps que la peau qui fut brûlée. Donc oui, malheureusement, ce type d'artefact est extrêmement puissant. Mais puissant dans le sens où lorsque la personne synchronise avec l'animal, ça crée effectivement ce pont limpide qui permet justement aux personnes de passer de l'état animal à l'état humain et se reposer en fonction des situations auxquelles elle fait face au quotidien ou durant des sessions chamaniques ou des rituels qui permettaient justement aux personnes de comprendre un petit peu mieux ce qui les entourait, quitte à suivre les troupeaux, à voyager. Il faut bien vous dire que le port de la peau à l'époque c'était perçu comme étant un don mais également un lourd fardeau, dans le sens où le port de la peau était aussi attribué aux chamans. Vous trouvez ça sur les peintures rupestres qui avaient sur différentes grottes, comme celle de Lascaux par exemple, où vous voyez effectivement des personnes, principalement un chaman, aborder des artefacts d'animaux. Je viens vous dire que les animaux symbolisaient le raccord et le rapport qu'il y avait à la terre. Quelqu'un qui porte des dents de cerf, des écailles de tortue, une peau de daim et peut-être des dents de loup, tout ça raccordait vraiment au fait de communier avec l'esprit de divers animaux, mais également faire en sorte que cette personne sait pertinemment qu'elle fait partie de ces éléments aussi bien que toutes ces espèces. C'est une sorte, si vous voulez, de rituel, mais également d'harmonie, un symbole d'harmonie, où que la personne ne se présente pas comme étant un prédateur, mais comme étant l'un des leurs, comme étant l'égal, comme étant une personne qui ne va pas imposer sa vision des choses, et vraiment essayer de communier avec l'animal pour aider son clan ou avoir des réponses. Les hommes avaient souvent recours au chaman pour savoir le déplacement, le fait de se muer, donc shifter sous la forme de loup, pouvait permettre justement à la chamane ou au chaman, ou l'homme médecin plus précisément,
pouvait lui permettre du coup de savoir où allait le troupeau. Ça reste des croyances, mais ces croyances peuvent fortement être à l'origine du mythe du loup-garou. Après, ça reste ma théorie, mais là-dessus, le port de peau du loup reste quelque chose. Oui, la peau du loup, navré pour le jargon français. Et concernant vraiment le port de la peau, ça reste quelque chose d'indissociable et qui peut malheureusement avoir des répercussions assez graves, dans le sens où lorsqu'une personne va essayer de vous prendre la peau ou prendre la peau de quelqu'un, cette personne peut rentrer en état de transe et défendre ce qui lui appartient, parce qu'à ce moment-là, l'animal verra votre geste comme étant quelque chose de négatif, comme étant une intrusion à sa vie privée, mais également comme étant une sorte de rafle, si je puis dire, qui ne vous a pas permise. Ce type de comportement sera vu comme intrusif. Et malheureusement, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est vous en prendre à un membre d'une meute. Lorsque vous essayez de faire du mal à un membre de la meute, je ne vous dis pas de le faire, mais voyez le truc. Vous allez instinctivement défendre ceux qui vous sont chers, ceux qui représentent la sécurité et le confort qui vous apportent et dont vous bénéficiez sur ce plan-ci. Dites-vous qu'un loup, il a pour confort sa meute, parce qu'une meute, ça lui procure de la nourriture, ça lui procure une sécurité, et ça lui procure un sentiment social, parce que le loup, oui, est de base social. C'est un animal qui vit en communauté, mais en communauté avec ses semblables. Dans le sens où un loup tout seul, là où ils n'ont pas le choix d'être seuls, c'est lorsque les jeunes partent de la meute pour fonder leur nouvelle meute. Et ce type de comportement, vous le voyez régulièrement. Ces derniers temps, il y en a pas mal qui se baladent. Mais concernant vraiment le port de la peau, c'est vraiment un élément qui reste primordial dans le sens où il faut vraiment faire attention, et je vous invite à être vigilant là-dessus, dans le sens où maintenant, avec les lois, certes, le loup est maintenant une espèce protégée, ce qui veut dire que la commercialisation en Europe est strictement surveillée. En Australie, c'est encore pire, dans d'autres régions également. Une peau de loup récente, assurez-vous d'avoir les CITES. Si vous ne possédez pas les CITES de vos loups, vous pouvez vous les faire retirer. Les loups, par exemple, que vous pouvez avoir, ce sont soit des héritages provenant d'avant 57. Si ce sont vraiment des animaux qui sont anciens, oui. Mais si c'est des animaux récents, non. Ou alors à moins d'avoir les CITES d'importation et d'exportation. Maintenant, c'est soumis vraiment à quelque chose de rigoureux. Et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner au maximum avant l'acquisition, le fait d'adopter une peau. Et d'ailleurs, concernant ce type de processus, je vous suggère, si vous n'êtes pas là-dedans, si vous ne connaissez pas ce type de choses ainsi que les risques, je vous invite tout simplement, soit à prendre du synthétique, et si vous voulez vraiment faire du réalisme, à adopter un coyote. Moi je dis adopter. Dans le sens où ça reste une vie, et une vie, ça s'achète pas. Mais c'est encore une théorie personnelle, mais c'est mon point de vue. Lorsque vous prenez une peau, il faut en prendre soin. Au même titre que lorsque les personnes portaient leur peau, elles étaient entretenues. Les animaux étaient respectés pour ce qu'ils étaient. Leur peau était tannée, leur peau était même reprotégée, avec les moyens qu'il y avait à l'époque, mais les loups étaient entretenus et suivaient la personne jusqu'à la fin de son cycle. Et encore une fois, ce type de port permettait justement aux personnes de s'exprimer, mais également de shifter, ce qui permettait au final de libérer l'esprit de l'animal et de lâcher un peu la bride. Le seul souci, c'est que des personnes ne connaissant pas ce phénomène pourraient apparenter cela à de la folie louvière, ou voire pire, à une forme de folie délirante. Dans le sens où la personne, il y en a qui revêtent la peau de l'animal pour faire passer leur crime. Attention,
Je précise que ce cas-là diffère totalement du cas de shapeshifting. Dans le sens où une personne va prendre la peau de loup et va l'utiliser à mauvais escient. Il n'était pas rare que des personnes prennent des peaux, se partent de l'animal pour régler des petites affaires, à titre personnel, ou libérer leur pulsion sexuelle. Ce type de comportement portait préjudice, et continue d'ailleurs de porter préjudice, aux pratiques ethniques. Dans le sens où il faut bien vous mettre dans la tête que le port de la peau, et la peau de loup en règle générale, fait partie intégralement du folklore. Du folklore, mais étroitement lié à la partie historique, et une part également de sagesse et de transmission multigénérationnelle. Dans le sens où lorsqu'une peau de loup est transmise aux descendants d'une famille, c'est quelque chose d'important. C'est un artefact qui est plus que précieux. Un peu comme des photos de famille que vous avez, les peaux restent un élément précieux. Mais également, comme je vous l'ai dit, une lourde charge et une responsabilité. Donc le fait de porter la peau pouvait effectivement faire en sorte de véhiculer l'image du loup. Il n'était pas rare que les personnes voient ça et disent « Ah, j'ai vu un homme loup », ou alors voir des hommes ou des femmes disparaître subitement et que quelques témoins aient pu voir une femme comme ça, bipède, avec une peau de loup, mais sur le coup, vous pouvez pas le voir, parce que sur le coup, encore une fois, j'ai fait l'expérience avec une personne, le fait de voir le loup dévaler la pente en courant, ou alors simplement avec la lumière de la nuit, la lumière simplement naturelle, il est difficile vraiment de discerner. C'est-à-dire que vous allez voir simplement une forme bipède, voire courbée, avec une tête de loup, ou quelque chose qui s'apparente à un faciès canin. Et ça, c'est assez perturbant, dans le sens où votre esprit ne va pas tout de suite voir l'humain, il va voir quelque chose qui n'a rien d'humain, qui semble, mais qui ne l'est pas. Et votre esprit, du coup, va être formaté pour trouver du rationnel, mais sur le coup, vous êtes choqué, et vous ne savez pas. Dans la stupeur, et des fois dans la panique, les personnes peuvent déformer ce qu'elles ont vu, et prendre pour acquis ce qu'elles sont persuadées d'avoir vu. C'est-à-dire que quelqu'un va dire « Ah, j'ai vu une personne loup, un homme loup, une femme loup, elle avait une tête de loup et un corps d'homme ». Vous retrouvez ça régulièrement dans les écrits ou dans les témoignages. Dans le sens où ce type de comportement, vous le verrez. Mais ce type de témoignage également. Donc concernant vraiment ce port de... Voilà, la peau de loup, c'est vraiment un élément important, mais qui reste indissociable du mythe du loup-garou et qui contribue encore d'ailleurs à ce que ça soit vraiment un élément clé, mais indissociable de l'être. Donc concernant vraiment le loup, l'animal de base n'est pas négatif. C'est un être qui vit et qui a sa vie sociable, qui a ses codes, et qui fait de son mieux pour protéger les siens, et fournir de la nourriture et un endroit calme, qui survit. D'où bien qu'un loup-garou, ça survit. Globalement. Mais encore une fois, le loup-garou est quand même assez péjoratif. Et ça, je reviendrai là-dessus, comme je vous l'ai dit, pour une prochaine vidéo concernant l'étymologie du loup-garou. Et encore une fois, je voulais vous dire que le port de la peau est quelque chose d'extrêmement important, dans le sens où c'est un fil rouge qui vous permet de comprendre un petit peu mieux une des origines du mythe, qui a contribué du coup à former ce type de propos, et à travers les témoignages, ça s'est ressenti. Et à l'époque, il faut bien vous remettre dans la tête que les personnes étaient superstitieuses. Elles n'avaient pas autant de recul que maintenant. Il n'y avait pas non plus de progrès en ce qui concernait la psychologie de l'être, ni en ce qui concernait l'anthropologie. Il y avait beaucoup... Les gens pensaient vraiment... Elles disaient vraiment ce qu'elles voyaient. Mais du coup, ça pouvait porter vraiment à confusion pour d'autres. Et au fil du temps, ça s'est vu déformé. Et là-dessus, je préfère vous mettre le doigt sur certaines petites choses, afin que vous fassiez votre propre réflexion
votre propre opinion sur le sujet. Donc, concernant vraiment ce petit sujet en principe, je vous invite justement à vous renseigner. Et du coup, à ce que votre esprit puisse voir et soit capable de comprendre un petit peu mieux le sujet dit. Et éviter les amalgames également par le futur. Donc sur ce, prenez soin de vous.